Does the Trump administration have a credibility problem in the court of law? Well, this morning, several cases around the country are pointing exactly to that. A federal judge in Chicago says a top Border Patrol agent was lying Thursday when he said he was hit in the head with a rock before deploying tear gas on protesters. Judge Sarah Ellis called the government's portrayal of Chicago untrue, finding the evidence presented by that agent simply not credible. Dans les décisions impliquant une responsabilité financière, les cours d'appel maintiennent rarement dans leur intégralité les sanctions pour mauvaise foi procédurale. Dans cette affaire, la norme a été enfreinte. Le 18 décembre 2025, la cour d'appel du 11e circuit, basée à Atlanta, a confirmé à l'unanimité l'application d'une sanction financière à l'encontre de Donald Trump et de son avocate Alina Habba. La décision, bien que rendue en deuxième instance, a non seulement validé une pénalité de près d'1 million de dollars, mais a également autorisé, dans la pratique, les bénéficiaires du jugement à prendre des mesures coercitives pour garantir le paiement du montant stipulé. Le procès s'est déroulé devant un tribunal fédéral reconnu pour sa composition majoritairement conservatrice, ce qui rend l'issue encore plus pertinente d'un point de vue institutionnel. La décision unanime, qui maintient intégralement le jugement de première instance, non seulement réitère le rejet de l'action initiale, mais introduit également un nouvel élément de tension pour l'auteur du procès, le risque réel et immédiat de restrictions patrimoniales sur les biens et les flux de revenus, directement associés à son nom et à ses entreprises. Le point de départ de cette procédure remonte à 2022, lorsque Donald Trump a intenté une action en justice contre Hillary Clinton, le Comité national démocrate, d'anciens employés du FBI et d'autres personnalités publiques liées à l'enquête sur l'ingérence russe dans les élections de 2016. L'instrument juridique utilisé était la loi RICO, un cadre législatif initialement conçu pour démanteler les organisations criminelles. La tentative d'appliquer ce mécanisme à un ensemble d'acteurs politiques et juridiques a été accueillie avec scepticisme par la communauté juridique et le juge de première instance, basé en Floride, a rejeté la plainte de manière catégorique. Sa décision soulignait non seulement l'absence de fondement, mais aussi une motivation jugée abusive. Selon le tribunal, l'action avait été intentée dans le but d'instrumentaliser le pouvoir judiciaire à des fins de représailles politiques. Cette interprétation a conduit à l'application de sanctions pour mauvaise foi procédurale, établissant que Trump et son avocate devaient en supporter les frais juridiques des plus de 30 défendeurs. Le montant total, fixé à 937 000 $, a été contesté par voie de recours. Cependant, devant la cour d'appel, l'argument selon lequel la sanction était excessive ou injustifiée a été intégralement rejeté. Les juges ont réaffirmé que l'action était frivole, c'est-à-dire dépourvue de fondements juridiques minimement cohérents, et ont approuvé la thèse selon laquelle il y avait eu un usage abusif des recours judiciaires. La manière dont cette décision a été rédigée et publiée révèle une position institutionnelle sans équivoque. Quel que soit le profil des personnes impliquées, le système judiciaire est prêt à réagir lorsqu'il identifie des tentatives de détournement de ces mécanismes à des fins étrangères à l'objectif initial de la justice. La confirmation de la sanction apporte un nouvel élément au cœur du débat. Avec le rejet définitif de l'appel, la procédure entre dans sa phase d'exécution. Cela signifie que les créanciers de la procédure, parmi lesquels les représentants légaux d'Hillary Clinton, sont autorisés à actionner des mécanismes formels pour garantir le paiement intégral du montant stipulé. L'un de ces instruments est l'enregistrement de liens ou charges légales qui peuvent être associés à des biens immobiliers de Trump, tels que Mar-a-Lago, Trump Tower ou ses terrains de golf. Bien que ce type de mesure n'implique pas la saisie immédiate des biens, son application rend les propriétés pratiquement inutilisables sur le marché. Un bien immobilier sur lequel un lien est enregistré ne peut être vendu, refinancé ou utilisé comme garantie sans que la dette correspondante soit remboursée. Cela introduit un blocage fonctionnel, dont l'efficacité ne dépend pas de la liquidation judiciaire du patrimoine, mais de l'impossibilité de l'exploiter librement tant que l'affaire est en cours. Outre les liens, d'autres outils sont disponibles, tels que les ordonnances judiciaires de blocage des actifs financiers et d'interception des revenus. Si Trump perçoit des revenus provenant de loyers commerciaux, de dividendes d'entreprises ou de tout autre transfert lié à sa structure commerciale, ces montants peuvent être directement affectés à l'exécution de la décision judiciaire. Il en va de même pour les comptes bancaires, dont les mouvements peuvent être restreints par ordonnance directe du tribunal. La décision ne porte donc pas uniquement sur le montant de la sanction, mais aussi sur la logique juridique
qui autorise l'application de mesures coercitives typiques des procédures civiles et liant dites civiles complexes à un président de la République. Sur le plan institutionnel, cet épisode rompt avec une attente informelle qui, pendant longtemps, a conféré aux anciens chefs d'État une certaine marge de manœuvre dans leur relation avec le système judiciaire. La réponse de la Cour, unanime et étayée par des arguments techniques, indique que ce type de tolérance est en train de se réduire. Le système signale qu'il existe une limite structurelle à l'utilisation de la justice comme scène de dispute politique, et que cette limite peut être activée par le biais de mécanismes déjà disponibles dans le système juridique lui-même. L'interprétation selon laquelle l'action a été intentée sur la base d'allégations non fondées et à des fins d'exposition publique est réaffirmée avec un poids institutionnel, d'autant plus qu'elle a été validée par des juges dont les antécédents de nomination sont alignés sur ceux de l'auteur de l'action. L'impact immédiat de la décision est le début d'une nouvelle étape dans l'affaire, la mise en œuvre du recouvrement. À partir de ce moment, l'inertie dans le paiement peut être interprétée non seulement comme une résistance personnelle, mais aussi comme un catalyseur pour que les instruments juridiques de contrainte patrimoniale soient effectivement mis en œuvre. Cette transition de la sphère du débat juridique à celle de l'exécution financière constitue un mouvement sans précédent dans le contexte des litiges judiciaires impliquant Donald Trump et met en perspective le rôle des tribunaux dans l'équilibre entre la liberté d'action procédurale et la responsabilité institutionnelle. Pour ceux qui suivent le fonctionnement du système judiciaire aux États-Unis, c'est l'un de ces moments où il convient d'observer attentivement la manière dont les structures réagissent à leur propre utilisation. La chaîne reste déterminée à suivre ces développements, en proposant des lectures qui relient des décisions isolées à la dynamique plus large du système institutionnel américain. C'est dans ce contexte que l'exécution de la sanction imposée à Donald Trump dépend désormais non seulement de la décision de ses avocats, mais aussi de l'initiative des avocats liés au groupe de défendeurs initialement cité dans l'action rejetée. L'instrument central dans cette procédure est le titre exécutoire judiciaire, document émis sur la base de la décision de deuxième instance et qui permet, avec pleine force juridique, le déclenchement de mesures typiques de la phase de recouvrement. À partir de la certification de cette décision, le groupe juridique chargé de représenter les défendeurs, y compris Hillary Clinton, peut saisir les tribunaux étatiques ou fédéraux dans les juridictions où Donald Trump possède des biens, en demandant l'enregistrement d'une charge sur ces biens ou l'interception des montants provenant de comptes et de revenus divers. Le système américain accorde une grande autonomie aux tribunaux locaux pour mettre en œuvre ces mesures, ce qui signifie que, dans la pratique, différents tribunaux peuvent simultanément traiter des demandes de blocage à New York, en Floride ou dans toute autre région où des actifs sont enregistrés au nom du président ou des entreprises qu'il contrôle. À partir de là, la logique du litige change. Il ne s'agit plus d'une bataille juridique centrée sur des arguments de fond, mais d'une course administrative entre créanciers, marquée par la stratégie, le timing et la connaissance des circuits d'enregistrement, des propriétés et des flux de trésorerie. La législation américaine stipule que le premier créancier à enregistrer un lien sur un bien donné acquiert la priorité dans l'ordre de réception, créant ainsi une dynamique concurrentielle entre les différentes parties intéressées. Cela devient encore plus sensible lorsque l'on constate que Donald Trump fait face simultanément à d'autres actions civiles avec des demandes d'indemnisation et des sanctions financières, comme dans les affaires impliquant Jean Carroll et le procès pour fraude fiscale mené par l'État de New York. L'accumulation de ces passifs judiciaires exerce une pression sans précédent sur les biens et les revenus qui, jusqu'alors, étaient protégés par des structures sociétaires complexes ou des litiges prolongés dans le temps. Cette convergence aide à comprendre pourquoi l'affaire jugée par la 11e Cour d'appel a pris des proportions plus importantes que la valeur monétaire initialement attribuée. En maintenant la condamnation dans tous ses termes, y compris la responsabilité solidaire entre Trump et son avocate, le tribunal a renforcé le caractère institutionnel de la sanction et élargi sa portée juridique. La responsabilité solidaire permet aux créanciers de réclamer le montant total de l'amende à l'une ou l'autre des parties, ce qui, en plus de mettre Alina Habba en danger financier direct, oblige également la défense de Trump à prendre en compte les implications de cette exposition sur ses relations professionnelles avec les membres de son équipe juridique. Les avocats qui deviennent co-responsables des décisions de leurs clients ont tendance à réévaluer leur rôle dans les procédures ultérieures, ce qui affecte leur degré de disponibilité et d'engagement dans les litiges futurs. Cet effet indirect est souvent sous-estimé dans la couverture politique, mais il a des répercussions pratiques importantes. En validant les sanctions contre les avocats
qui signent des requêtes jugées frivoles, les tribunaux supérieurs établissent un paramètre de conduite qui tend à influencer le comportement des cabinets d'avocats dans d'autres juridictions. Cela a un impact non seulement sur le cas spécifique, mais aussi sur l'écosystème des stratégies juridiques utilisées par les personnalités publiques très exposées. Parallèlement, les institutions financières qui analysent l'octroi de crédit, le renouvellement de garanties ou la structuration de nouveaux projets intègrent désormais ce risque institutionnel dans leurs décisions. Ce qui, en soi, peut affecter la capacité opérationnelle des entreprises liées au nom de Donald Trump, indépendamment de toute décision judiciaire future. Il existe également des implications politiques tacites, mais perceptibles dans les coulisses du système. Le fait que le jugement ait été unanime, avec les votes favorables des magistrats nommés par Trump, est souvent mentionné par les analystes comme un tournant dans la perception de l'alignement institutionnel. Cette interprétation ne suggère pas une rupture ou une hostilité, mais plutôt une réaffirmation du fait que, dans certaines limites, le système cherche à préserver son intégrité interne, même face à des tensions externes. Le maintien des sanctions est interprété par certains secteurs du pouvoir judiciaire comme un message adressé à la profession juridique elle-même. Les litiges politiques ne sont pas exempts des règles de procédure, et le coût de leur non-respect sera effectivement facturé. Cette escalade des conséquences s'inscrit dans un contexte plus large, où les frontières entre l'utilisation légitime des instruments juridiques et l'instrumentalisation politique de ces mécanismes font toujours l'objet d'un débat. L'affaire examinée par la 11e chambre d'appel n'est pas un cas isolé. Depuis la fin du mandat de Trump, le système juridique américain est le théâtre de disputes sur la limite entre la liberté d'expression, la responsabilité institutionnelle et l'utilisation des tribunaux comme arène d'affirmation. La réponse ferme de la Cour dans cette décision semble faire écho à une tentative de rééquilibrer ce scénario, en rétablissant des critères techniques comme filtre indispensable au traitement des actions ayant un grand retentissement public. En termes pratiques, la prochaine étape dépend désormais du degré de réactivité des créanciers et de la résistance que la défense de Trump opposera à la procédure d'exécution. Bien qu'il existe des voies légales pour contester chaque mesure individuellement, comme l'enregistrement d'un lien ou le blocage de montants spécifiques, la décision en deuxième instance réduit considérablement la marge de manœuvre, d'autant plus que le bien fondé de la sanction a déjà été validé et que les mécanismes de défense se limitent désormais à des aspects procéduraux. La situation actuelle laisse donc présager une étape moins visible, mais non moins importante. La dispute en coulisses sur où, quand et comment chaque actif pourra être saisi par des ordonnances judiciaires. La complexité du système juridique américain exige un suivi attentif de chaque décision, en particulier dans les affaires impliquant plusieurs créanciers et ayant des ramifications interétatiques. Ici, nous restons attentifs à ces dynamiques et nous nous engageons à offrir des analyses en lien avec ce qui est réellement en jeu à chaque nouvelle évolution institutionnelle. Des interprétations divergentes continuent d'apparaître quant à la portée concrète de la décision rendue par la 11e chambre et au type de référence qu'elle offre désormais au système juridique. Pour une partie des juristes, cet épisode doit être compris comme un événement techniquement délimité, s'inscrivant dans des paramètres déjà connus. L'application d'une sanction pour conduite procédurale, jugée inappropriée, fondée sur les normes existantes et confirmée par une instance supérieure. Dans cette lecture, il n'y aurait aucune rupture significative ni modification structurelle du fonctionnement institutionnel, mais seulement la réaffirmation de repères déjà consolidés. L'affaire, en ce sens, aurait un impact limité et servirait avant tout d'avertissement interne sur les risques liés à l'utilisation de l'appareil judiciaire à des fins étrangères à sa fonction première. En revanche, d'autres analystes voient dans cet épisode un signe plus significatif de changement. Non pas tant en raison du contenu isolé de la sanction, mais plutôt parce qu'elle s'inscrit dans une série récente de décisions qui indiqueraient une attitude plus rigoureuse des tribunaux face à des stratégies juridiques interprétées comme des mises en scène politiques, des manœuvres dilatoires ou des utilisations instrumentales de la procédure sans fondement technique solide. Le débat, dans ce domaine, passe de la légalité ponctuelle à la signification institutionnelle plus large de la décision. Selon cette interprétation, en confirmant une sanction infligée à un président pour usage considéré comme abusif de la structure judiciaire, le tribunal s'est aventuré dans une zone sensible du système démocratique. La limite entre la liberté d'action politique et la responsabilité juridique découlant du détournement de finalité de la procédure.
Il ne s'agit pas d'évaluer le bien-fondé politique de l'action intentée par Trump contre ses opposants, mais de noter que le pouvoir judiciaire lui-même a estimé que cette initiative visait à produire des effets politiques au moyen d'un instrument juridique dépourvu de fondements techniques adéquats. Cette interprétation, intégrée à une décision formelle, contribue à définir des contours qui peuvent orienter l'analyse de futurs litiges impliquant des personnalités publiques très en vue. Dans la pratique, cela peut indiquer un environnement judiciaire moins tolérant à l'égard des actions structurées, comme des récits politiques, et plus disposé à recourir à des mécanismes de dissuasion, tels que des sanctions financières et des mesures patrimoniales, chaque fois qu'une utilisation abusive de la procédure est identifiée. Néanmoins, certains observateurs préconisent une lecture plus prudente et mettent en garde contre les risques de généralisation excessive. Pour ce groupe, l'imposition de sanctions doit rester une exception, précisément afin de préserver le droit d'accès à la justice, y compris dans les litiges marqués par une forte sensibilité politique. Dans cette perspective, la valeur institutionnelle de l'affaire ne réside pas tant dans l'effet immédiat de la sanction que dans la rigueur technique adoptée pour la justifier. Le maintien de cette rigueur, ou son éventuel assouplissement dans les décisions futures, sera déterminant pour éviter que le précédent ne soit invoqué de manière inappropriée dans des situations moins claires. C'est sur ce point que se concentre la tension centrale du débat. Comment renforcer l'autorité judiciaire sans qu'elle soit perçue comme un instrument de contention politique ? Ce dilemme se reflète également dans les réactions du milieu juridique. Les entités représentatives du barreau, les analystes institutionnels et les espaces de débat académiques ont commencé à mentionner cet épisode comme un exemple de sanction de nature structurelle, entendue comme une sanction qui ne se limite pas à corriger un comportement spécifique, mais qui cherche à influencer des normes de comportement plus larges au sein du système. L'étendue concrète de cet effet reste toutefois incertaine. D'une part, l'implication directe d'un président et de son représentant légal confère à l'affaire une visibilité particulière. D'autre part, le fait qu'il s'agisse d'une procédure civile, sans conséquences pénales immédiates, tend à limiter sa capacité à produire des changements durables dans la manière dont les litiges politiques seront menés à l'avenir. Sur le plan politique, l'absence d'une issue abrupte ou spectaculaire alimente également des interprétations divergentes. Pour certains secteurs, la poursuite de la saisie des biens de Trump est interprétée comme un signe de fragilité, car elle révèle des difficultés à soutenir financièrement une stratégie de litige prolongée. Pour d'autres, il s'agit simplement d'un nouveau chapitre d'un conflit continu, dans lequel chaque décision judiciaire s'inscrit dans la dynamique de la polarisation institutionnelle. L'élément central est que le processus judiciaire suit sa propre logique, qui ne se soumet pas aux cycles électoraux ou aux exigences d'un impact immédiat, ce qui tend à intensifier les frictions entre des sphères qui fonctionnent à des rythmes différents. En réaffirmant son autonomie, le pouvoir judiciaire signale également qu'il répondra aux abus perçus selon ses propres critères, indépendamment des attentes extérieures. Cette différence de temporalité aide à comprendre pourquoi une sanction financière de ce type peut gagner en densité au fil du temps. Contrairement aux décisions qui produisent des effets visibles instantanément, les affaires de ce type agissent par accumulation. Une décision établit des paramètres. Ces paramètres modifient les attentes. Et la modification des attentes influence progressivement le comportement des avocats, des parties et des magistrats. Dans cette optique, l'impact le plus profond de cet épisode ne réside peut-être pas dans les biens immobiliers spécifiques ou les montants en jeu, mais dans la manière dont les futures initiatives politiques seront conçues, structurées et évaluées au sein du système judiciaire. À ce jour, il n'y a pas de consensus sur les limites de ce processus. En fonction de la position adoptée par les créanciers, des réponses des tribunaux d'État et des choix stratégiques de la défense, l'exécution peut progresser rapidement ou rencontrer de nouveaux obstacles. La participation éventuelle d'autres créanciers, liés à des litiges distincts, peut modifier la dynamique, ouvrant des litiges parallèles sur la priorité de paiement et l'allocation des ressources. Tout cela se produit dans le cadre d'un dispositif institutionnel qui, bien que prévisible dans ses mécanismes formels, reste sensible aux pressions extérieures, surtout lorsqu'il implique des acteurs disposant d'un capital politique élevé et d'une large couverture médiatique. Pour l'instant, le scénario continue d'évoluer. La décision est officiellement enregistrée, la phase d'exécution a été autorisée et les stratégies commencent à être élaborées en coulisses. Ce qui ressort le plus clairement, c'est que le pouvoir judiciaire américain ne s'est pas écarté du débat sur les limites de l'action politique lorsqu'elle dépasse les frontières du litige légitime. Au contraire, il y a des signes d'une attitude plus active dans la protection de ses propres contours institutionnels.
Cela ne signifie pas que de nouvelles actions similaires seront automatiquement sanctionnées, ni qu'un changement structurel définitif est en cours. Cela indique toutefois une volonté croissante d'appliquer les instruments juridiques déjà disponibles chaque fois qu'une violation des normes minimales d'intégrité procédurale est identifiée. Nous continuerons à suivre l'évolution de ce contexte en constante mutation, en prêtant attention non seulement au déroulement des procédures, mais aussi aux signaux plus larges que chaque décision projette sur le fonctionnement interne des institutions.